J'avais fait. Bah écoute Salim, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Ariane, tu as Et l'invitation. puis, écoute, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Salim Menadji, euh, 44 ans, Ouais, ok. C'est vrai que l'âge, ouais, je connaissais pas l'âge, ok. avec les cheveux blancs et les poils blancs qui ont poussé. Tu sais pourquoi maintenant? Ouais. Une carrière dans l'immobilier et la construction, Ok, une grosse base sur la construction, ça fait 20 ans maintenant. ok. Aujourd'hui, j'ai créé ma propre structure depuis juin 2024 au Luxembourg. Ici, ouais. À Plus que 20 ans, donc t'as commencé jeune en fait. 2006, ouais, je 2006, suis wow. même un petit peu avant, entre l'alternance ou des fois avec quelques missions. Donc avant la crise de 2008, là, si je dis pas de Oh oui, bêtises. oui. Donc Ouais. tu l'as vécu, toi, vraiment. Oui, je l'ai vécu là-dedans, mais ça va, à ce moment-là, j'étais épargné parce que je n'étais pas dans le secteur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je n'étais pas en Europe. Ok. Donc, démarré mes armes chez Bouygues Construction, En Paris. France, ouais. Ok. Après l'université à Grenoble. Je... C'est vrai que tu es lyonnais, hein. Ouais, C'est vrai que ça, ok. ouais. C'est une notion importante à avoir, ok. Ouais. Donc Lyon, études à Grenoble, Hmm. et ensuite, ok. Stage de fin d'année d'études à Paris chez Bouygues. Ok. Bouygues, j'intègre une équipe de conducteurs de travaux pour du résidentiel, pour la réalisation de logements en habitat résidentiel, donc c'était de l'accession, c'était de la vente. Il y avait d'autres sections qui s'occupaient de l'habitat social et nous, c'était plutôt l'accès privé. Ok. Et donc, je fais mes armes là-bas chez eux, conducteur de travaux pendant 3 ans et demi, 4 ans. Ok. Tu peux juste rappeler ce que c'est exactement conducteur de travaux? Conducteur de travaux, c'est le chef d'orchestre Ouais, ok. de la réalisation propre du chantier dès que le permis est validé et qu'il faut démarrer les travaux. Est-ce que tu es, si on peut détailler un peu, juste en dessous du PDG ou pas du tout? Ah non, oui, c'est Non? beaucoup. Surtout dans une C'est grosse quand même, structure ok. comme Ok. chez Bouygues, t'es Ouais, vraiment, t'es quand même, ok. ouais, Ok. t'es à la manœuvre sur le chantier tous les jours Ok. pour consulter les entreprises pour leur proposer les cahiers des charges et qu'ils te fassent une remise de prix Ok. et les mettre après à Mhm. l'exécution sur les travaux. Tu fais la planification, c'est souvent dans des grandes entreprises comme ça, la planification elle a déjà été vue par le chef de projet en amont avec le service commercial. Ah, donc ça a été Donc fait avant toi, ça. oui, c'est un Ah, planning ok. général, Ok. ok, et après toi tu fais ton planning un peu plus détaillé, ajusté, et même un planning journalier avec le chef hebdomadaire, avec le chef de chantier, Ok. parce Ok. que tu as la partie gros œuvre, bien évidemment, que tu coordonnes dès le démarrage, entre le terrassement, la viabilisation si Mais c'est est-ce que tu as ton nécessaire. mot à dire quand tu as le cahier des charges? Par exemple, est-ce que tu pourrais intervenir, dire non, écoutez là, Bah, tu pourras pas toujours forcément. faire des remarques, mais normalement, le chef de projet, à ce moment-là, il a fait pas mal. Ah, il a déjà fait une Il analyse a au fait quand même préalable, un etc. filtre, Ok. une bonne analyse là-dessus, et s'il y avait D'accord. des ajustements à faire. D'accord. Comme on est sur une grosse société, une grosse structure, c'est des cahiers des charges qui sont assez bien éprouvés, Ils ont déjà de l'expérience, enfin, ils ont déjà. Ouais. c'est des D'accord. choses qu'on remet en place, et si tu veux, un peu de copier-coller. Le seul process, juste tu reprends le modèle. C'est un peu reprendre un Tu modèle ou. reprends le modèle, sauf qu'un chantier, c'est un peu différent de l'autre, parce que de Ok. par son environnement, son implantation. Oui, ça a un impact Ouais. forcément. Ok. Donc, Ok. toi, il va falloir que tu le visualises par rapport au site propre. Ok. Ok. Donc ça, tu as pu faire les premières années à Paris en tant que Ouais. stagiaire. Combien de temps tu es resté stagiaire? 6 mois, 6 mois après t'engager en tant que. tout de suite. Ok. Hein, ouais. Donc là, tu étais toujours salarié. Ok. J'étais salarié. Ok. Paris. Ensuite de Paris, tu es parti où? Parce que En toi, tu as pas mal Arabie. voyagé. On va voir après. En Arabie Saoudite, j'ai eu bouche à oreille, on a discuté, on Ouais. m'a proposé. Et il y avait un intérêt parce que du coup, tu vas en Arabie, c'est des projets énormes, avec des moyens Expérience aussi différents, plus. une Ouais. expérience haute, une expérience multiculturelle, En plus. à l'international. Donc ça peut être que boostant pour ta carrière. Et motivant parce que de par c'est la taille des projets. En plus, c'est à l'extérieur. Tu te fais une. C'est même une sorte de voyage en plus. Tu vois. Oui, Tu oui, voyages, oui. c'est clair, c'est clair. Arabie Saoudite, ok. Et je voulais te poser une question, c'était quoi? Parce que je l'ai zappé. Paris, Arabie, mais est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore possible de faire ça? Bien sûr, Ouais, ok. bien sûr. Accessible aussi ou pas?
Je veux dire, si quelqu'un veut par exemple partir comme ça, travailler en Arabie, est-ce que c'est que du bouche à oreille, postuler ou c'est... Non, un candidat peut postuler via les portails des entreprises qui sont déjà sur place. C'est l'idéal, je pense, comme ça elles sont en direct avec la société, ou à travers des consultants, des chasseurs de tête qui pourraient proposer les fameux, oui. pourraient poser ta candidature pour différents types de postes. Ok. Donc tu te retrouves en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que tu fais exactement là-bas? La même chose, plus ou moins ou... Oui, alors la même chose de démarrage, et après au fur et à mesure, tu as une évolution, plus de responsabilités. Pour arriver à un moment donné, on était jusqu'à 450 personnes sous la tutelle. Donc tu t'occupais de 450 personnes 450 personnes avec d'autres collègues, on s'était répartis les tâches parce qu'il y avait différents sites, à savoir qu'il y avait la gare de train Jeddah. Oui. Il y avait le Salam Palace. Ouais. Le fameux palace. Le changement du roi Abdallah El Salman, donc il fallait tout rénover le site. Mise à nu, des extensions, grosses œuvres, et tout le réaménagement avec les nouvelles piscines, la nouvelle déco. Donc c'est toi à refaire. Toute la technique à reprendre, à moderniser. On avait même les architectes qui venaient de Paris pour pouvoir nous mettre les coups de crayon au fur et à mesure qu'il y avait besoin. Ouais, donc vous travaillez ensemble, quoi. Oui. C'était en très proche collaboration. Quand ils avaient besoin de venir sur site, ils prenaient des billets d'avion, ils étaient là. En plus du travail à distance qui se faisait aussi, et des architectes qu'on avait aussi sur place. Ok. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'Arabie d'ailleurs? C'était quoi? C'est venu? Je t'avais pas posé la question. En plus, ça... Là, parce que dans le bouche à oreille, c'est ce qu'on m'a dit, il y avait un besoin. Donc, on savait que l'Arabie aussi, ça pouvait être intéressant parce que tu avais des bonnes conditions, un salaire qui était relativement intéressant. Plus intéressant que si tu restais en France? Oui. Ah, ok. Ouais. Tu vois, on pense l'inverse des fois. On aurait cru l'inverse, ok. Donc il y avait ce côté-là, et puis je suppose aussi peut-être des affinités avec les personnes qui travaillent, qui t'accompagnent, qui veulent que tu ailles là-haut ou pas forcément. Oui, comme j'avais un bon contact, un bon feeling avec la personne qui m'avait présenté, du coup, ça a facilité aussi, et la confiance elle était en place. Forcément. Mais l'Arabie, moi je suis très curieux. Qu'est-ce que tu as pu faire comme projet très concrètement? Donc tu as la gare de train, le palace, le Ritz. Le Ritz-Carlton à Riyad. Donc je suis arrivé à Riyad. Ouais, à Riyad, ok. À Riyad, j'avais une équipe de 115 personnes. Dans un projet qui était déjà entamé. Donc ils étaient déjà sur le projet du Ritz. Mais en même temps, il y avait d'autres projets qui étaient en parallèle. J'avais une équipe de fabrication à l'atelier et une équipe sur site qui faisait l'installation. Ok. Donc c'était assez mixte. Et donc il fallait faire toute la partie étude de prix, il fallait faire la gestion du personnel et la coordination de travaux. Donc gestion du personnel, tu étais occupé de ça aussi? Et le suivi financier aussi. Ok. Est-ce que qu'est-ce qui est le plus compliqué dans tout ça? De gérer toutes ces... L'humain toujours. C'est toujours l'humain le plus... Et qu'est-ce qui est le plus dur d'ailleurs dans l'humain? C'est la question que je me pose. Gérer les frustrations de l'équipe, est-ce que toi, ton but premier, c'est à ce que tout le monde soit satisfait? Ou pas forcément? Parce que là, on parle d'avoir une majorité. Oui, voilà. Parce que tu auras toujours franchement des gens insatisfaits qui ne vont pas dans le sens, parce que tu ne peux pas leur donner à tous ce qu'ils souhaitent au même moment. Et t'as pas... C'est d'ailleurs même pas le premier choix parfois de certains d'être là. Donc forcément... S'ils sont venus là parce qu'ils avaient une occasion et que c'était peut-être à court terme, ils se disent je vais rester là en fin de compte parce que mon projet que je voulais faire, il vient pas tout de suite, mais il veut autre chose. Oui. Donc en fait, c'est pas vraiment choisi. C'est un bout de chemin ensemble et du coup ils partent. Tu vois, on a eu une variation entre 90, au début quand je suis arrivé, 90, 115 personnes qui... Ça bougeait quoi. Ça bougeait. Que des expatriés ou non? Pas forcément, un peu de tout. Alors moi dans cette équipe-là, j'avais beaucoup de gens qui venaient du Maroc et de Philippines. Oh, ok. Ouais. Bon, ils avaient choisi, tu penses, les destinations-là ou pas forcément? Oui, parce que pour la spécialité qu'il y avait à faire à ce moment-là, c'était une main-d'œuvre qui était relativement qualifiée. Et peu cher, je suppose, un peu moins cher. Ouais, non, forcément. Ouais. Donc on revient, qu'est-ce qui est d'après toi le plus dur dans la gestion humaine? Dans la gestion humaine, c'est de gérer les caractères. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un tempérament à avoir, tu penses, pour gérer ce genre de métier? Il faut quand même avoir une patience peut-être, ouais. La patience, c'est sûr. Ça, c'est une patience, c'est une vertu. C'est pas pour rien que... Pour quelqu'un qui n'est pas patient, qui traverse les âges.
Et il faut savoir un certain rôle de communicant avec eux. La communication est essentielle parce que tu n'arrives pas à percevoir les problématiques. Si tu ne communiques pas, ça ne fait que s'amplifier et pourrir. Et tu arrivais à sentir quand ça n'allait pas à un moment donné? Oui, tu le vois sur le ralentissement des cadences, tu le vois sur la présence. Intéressant. Tu vois, et à ce moment-là, tu questionnes, tu vas voir, tu discutes. Mais est-ce que c'est pas humain ça, de ralentir dans sa cadence de travail? Tu penses pas? C'est parce qu'à un moment donné, il y en a, pour certains personnellement, comme je les connaissais bien, un à un, je savais qu'ils avaient peut-être des problèmes avec leur famille, à qui j'ai discuté, du coup, j'ai pu percer l'abcès. D'autres, c'est parce qu'ils s'attendaient à avoir une augmentation, ou d'autres parce qu'ils voulaient avoir peut-être des vacances qu'ils n'avaient pas eu au moment où ils le souhaitaient. Tu avais un relationnel aussi proche que ça avec eux? Je veux dire, c'était vraiment important pour toi? Non, je le faisais remonter par les chefs d'équipe, chefs de chantier. D'accord. Mais tu étais attentif à ça, je veux dire. C'était important pour moi. Et après, s'il fallait que moi, j'intervienne et que je communique avec lui, surtout des fois, ils veulent dire des choses de manière personnelle. Ils ne voulaient pas le faire remonter. Forcément. Donc à ce moment-là, on prend le temps de discuter, je le fais venir au bureau et il m'exposait son problème et on essaie de trouver une solution. Bien sûr, ok. Donc gestion humaine. Ensuite, qu'est-ce qui est le plus dur dans la gestion, je veux dire, de ce genre de type de chantier? Parce que c'est énorme quand même. Je ne sais pas si tu peux peut-être un peu détailler ce que tu faisais concrètement par projet. Donc entre la partie fabrication et la partie installation, donc il fallait être très rythmé dans le planning. Il fallait que la production suive pour pouvoir faire réaliser la pause à temps et être coordonné avec les autres candidats pour comme ça ne puisse pas te faire de blocage sur le planning général. C'était toi qui étais responsable de ça? Oui. Ah ouais, c'est quand même une sacrée pression quand même, tu vois. Parce que si tu as un corps de métier qui est trop lent, tu ne peux pas avancer sur l'autre. Donc tu fais des coordinations, comme je le faisais en coordination avec tu t'occupais vraiment pas. Où il y a des réunions et des réunions prévues, d'où du coup à ce moment-là tu exposes chaque problématique pour chaque avancement et Donc ça t'a aidé en fait le fait que tu es passé par Bouygues forcément. C'était une belle. Tu sais ce qu'on dit de chez Bouygues? C'est une très bonne école. Ok. Une des meilleures peut-être de France dans ce cadre-là ou pas? Ouais. Avec Vinci, on va dire que c'est une. À cette époque-là, en tout cas, ils avaient. D'ailleurs, Vinci, je pense qu'ils étaient entre premier et deuxième mondial. D'accord. À cette époque où je suis arrivé. D'accord. Donc là, donc excuse-moi, je t'ai coupé. Donc coordination entre les différents corps de métier. En même temps, tu as la partie de la gestion financière, les approvisionnements aussi. En relation directe avec les comptables, etc., je suppose. Exactement, oui. Et toute la partie facturation, la partie où tu fais ton bilan financier, que tu présentes à la direction pour voir l'état actuel des comptes. Et tu faisais comme ça un compte, vous faisiez un feedback tous les mois, tous les 2-3 mois, souvent? Tous les mois, on faisait un bilan là-dessus pour voir la facturation où vous en était et qu'est-ce qu'on avait consommé de nos ressources main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on consommait en nos ressources matérielles, voilà, exactement, et voir si ça correspond avec ce qu'on avait établi comme plan, quoi. Le plan de départ, comme planification financière au préalable. Et ça, c'était plus ou moins la même chose sur tous les projets ou pas forcément? Est-ce que le processus-là, il est le même, par exemple, pour le... je vais dire Palace, non forcément, parce que c'est une approche plutôt personnalisée, mais si tu prends la gare de train et le Ritz, par exemple, c'était plus ou moins la même chose ou tu Alors, sur l'évolution, après, on avait beaucoup plus d'équipes, donc beaucoup plus de tâches sur les corps de métier. On avait élargi notre champ d'action sur les corps de métier où c'était jusqu'à où j'avais la généralisation parce que du coup, comme c'est des gros sites, sur certains sites, c'était à la gestion complète. Le processus, il est relativement le même. D'accord. Tu fais une préparation, une planification. Tu fais sur ton planning, tu ajustes ça avec ton planning financier. Tu fais tes réunions de coordination avec tes rapports, tes retours. C'est la même chose. En fait. Voilà, donc c'est la même chose, sauf qu'après, c'est comment c'est rythmé et comment tu pallies aux besoins urgents, parce que là-bas c'était souvent urgent. Donc tu prépares des équipes commando. Tu prépares des équipes commando où tu sélectionnes le personnel où tu sais qu'ils peuvent agir rapidement. Et du coup, tu agis pour pouvoir répondre aux besoins urgents qui est demandé par la direction à ce moment-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'équipe commando. C'est quoi? C'est moi l'équipe en cas d'urgence, quoi. Ouais. Si rien n'avance, c'est quelque chose qui est mis en place exprès ou pas forcément? Ça s'est mis en place forcément parce qu'ils voyaient qu'on avait du répondant. Et quand il y avait nécessité,
Ok. Et ben, ils nous prenaient, nous, comme équipe commando, et ils venaient greffer d'autres personnels quand... Mais ils les choisissent, je suppose. Donc ça veut dire que toi, ok. Donc il y a eu ça. Est-ce qu'il y a eu peut-être de tous ces projets-là, il y en a un qui t'a marqué le plus? En Arabie, oui, Ok. c'est le Salam Palace. Ouais, c'est celui-là. Ouais, C'est le Salam Palace, parce que du coup, on était en tension parce qu'il y avait de nombreux mois de retard de salaire. oui. Les fournisseurs qui nous donnaient pas le matériel à temps. Et donc, malgré ça, on a réussi à livrer dans les temps. Mais ça crée des tensions forcément au sein de l'équipe. Et puis, Tu arrives à gérer ou tu as un chantier en urgence où tu fais des postes pour comme ça, tu as du 24-24 pendant une certaine période, même des fois des 7 jours sur 7. tu Et après, accélères. Ouais. tu as du personnel qui se met en grève. Ah oui, c'est vrai que c'est. Oui. Donc là, t'avances pas en fait. Donc, tu vas jouer le rôle de négociateur pour comme ça, le travail peut être repris et trouver le bon Un compromis. ouais. Mais ça a été quand même, ça s'est bien fini ça alors. Ça n'aime pas là, ça, on a livré. Sauf que, mais les salaires, ils ont été livrés ou pas finalement? Avec du retard. Encore à l'heure d'aujourd'hui, je crois. C'était pas avec ce. Pour moi, j'ai encore une ardoise. Ah, c'est J'ai une partie qui était payée, mais il y a encore quelque chose okay, encore à payer. ok. Au niveau de la culture du travail, Oui. si tu fais une comparaison, même France, bon, Luxembourg, on va reprendre après, France, Arabie, tout ce qui est plutôt occidental et Arabie, est-ce que tu constates qu'il y a des vraies différences d'un point de vue, je vais dire des choses peut-être qui peuvent paraître banales, retard au niveau du travail, motivation, le délai. Tu vois, est-ce que les personnes le prennent autant au sérieux, tu vois? Nous, la chance qu'on avait en Arabie, c'est que comme on travaille directement pour le gouvernement, Oui, il y a ce détail-là que j'avais, oui. c'était assez idéal dans notre cas parce que quand il fallait, on leur disait que compte tenu de l'urgence qu'il y avait à faire ou que c'était un planning serré, financièrement, on travaillait en ce qu'on appelle en cost-fee. D'accord. Le coût du chantier, on rajoute notre marge. Ok, il n'y avait pas de devis au préalable. D'accord. Là, maintenant, ça se fait en plus fonction de comment le chantier avance, quoi. Voilà. Ok. D'accord. Combien ça coûte? Vous mettez votre marge à la fin. Donc ça, c'est vraiment pour des clients qui ont les moyens, je suppose, plus que pour le gouvernement. Donc Ah, là, ça fonctionnait. Ça fonctionnait bien avant que j'arrive moi en Arabie. On a continué avec cette méthode-là. Mais je sais que sur les projets, même avant que je quitte d'autres entreprises privatives, elles commençaient à faire des demandes de prix. Le gouvernement, donc ça s'est installé au fur et à mesure. Et l'Arabie est partie plus sur cette stratégie-là. Maintenant, j'ai pas. Tu trouves que c'est intéressant comme stratégie? Ça fait moins de coûts. Moins de coûts, tu trouves? Pour eux, oui. Okay. Ouais. C'est pas justement plus de coûts, non? Tu aurais plus à les dépenses, donc forcément, tu vas moins dépenser. Ok, ah ouais, je ne l'avais pas vu comme ça. D'accord. Donc il y a la phase Arabie. Ensuite, tu te dis, il y a des petits soucis. Il me semble que la boîte est tombée en faillite. Ou a failli tomber en faillite, tu l'as senti? Oui, je voyais que ça prenait un peu trop d'ampleur par rapport au retard qu'on avait pu avoir précédemment. Il y avait des anciens qui nous disaient, écoutez, on a toujours eu des retards, mais ça s'est toujours résorbé. Sauf que là, ça devenait un peu critique. On arrivait à 8 mois. Tu as senti que on arrivait vers la fin, quoi. Et quand tu sais que tu dois payer à l'avance ton logement, que tu dois payer à l'avance les frais médicaux, j'avais ma femme qui avait le deuxième enfant qui arrivait, donc j'ai pas pris plus de risques. Donc tu as préféré la sécurité, ok. Ouais. Et donc là, tu reviens du coup à Lyon. Oui. À Lyon, ok. Et là, tu fais quoi exactement? Alors à Lyon, je fais maître d'œuvre d'exécution pour une société. Et en parallèle, même avant, tout de suite quand je suis arrivé à Lyon, je collabore avec une architecte où j'avais une relation avec des clients qui étaient de l'étranger, aussi de la zone parisienne. J'avais on va dire, sur un carnet d'adresses, il y avait des gens qui étaient intéressés par des produits. Et à ce moment-là, quand je discute avec cette architecte, elle me dit, tiens, j'ai un hôtel près d'une place Orange Blanche à Lyon, où ça pourrait être intéressant. Il est mis en vente. Et on pourrait faire un espace coworking avec du co-living. Wow. À l'époque, c'était la pleine mode. C'est la mode, quand même. Quand je suis revenu, c'était la pleine mode, c'était la grosse demande. Donc on fait le travail d'étude là-dessus, faisabilité, une esquisse et même un avant-projet là-dessus sur le bâtiment. Okay. Ça plaît moi, l'acheteur que j'avais amené de mon côté.
Et sauf qu'ils se sont pas mis d'accord sur le prix. Donc tout ça pour rien, au final, quoi. Ouais, c'était le risque qu'on avait pris et le pari qu'on avait fait, ça n'a pas fonctionné dans ce sens-là. Le risque de pas noter, quoi. Ouais. De pas faire le contrat. Ouais. On leur avait dit, de toute façon, nous, ce qu'on veut là-dedans, c'est qu'on vous propose ce projet-là. On l'a déjà bien avancé sur l'étude. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on fasse la mission conception et réalisation. Mais quel était ton rôle exactement dans ce cas-là? Juste la mise en relation? Enfin, je dis juste, mais c'est déjà énorme. Non. Moi, j'accompagnais l'étude avec l'architecte. Ah, d'accord. Comme j'ai Quand tu dis que tu accompagnes l'étude, c'est-à-dire tu vois les plans avec elle, tu essaies de voir. C'est moi qui ai fait l'étude de faisabilité, l'étude de marché. Ok. Et, on a travaillé ensemble l'étude de faisabilité. Hyper agréable de faire ça. Ouais. Je te taquine parce que j'en parle avec un ami il n'y a pas longtemps. Il déteste faire les études de marché. Ça allait chercher des données intéressantes qui se rapprochent plus du ton produit. T'es quelqu'un qui aime les chiffres? Enfin, je te coupe comme ça, mais. Quand c'est de l'étude financière, oui. Quand c'est de l'étude de marché, je le comprends. Ok. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, c'était plutôt donc, faire étude de marché, voir la faisabilité, si c'est possible. Et après, travailler sur les plans et commencer à faire des demandes de devis, monter des cahiers des charges. Je le faisais à la grosse et je commençais à consulter les entreprises de mon côté pour avoir des retours de prix estimatifs, pour commencer à budgétiser le projet. Comment tu fais pour être crédible dans ce cas-là? Quand tu veux proposer le projet à des personnes, tu viens d'arriver d'Arabie, bon, tu as un CV forcément, donc là tu le présentes en tant que… voilà. Mais comment tu fais pour être crédible parce que tu viens d'arriver sur le territoire? À ce moment-là, moi, je me suis appuyé sur l'architecte, sur son réseau, ses contacts. Moi, j'avais aussi quelques contacts que je connais de Lyon. Donc, ça va vite. Voilà, j'ai besoin d'avoir un chiffrage là-dessus. Okay. Et de toute façon, je te consulterai aussi par la suite pour le projet. Et, okay. Donc, ça les intéresse. Est-ce que le fait d'avoir ce métier-là, est-ce que tu as aussi d'autres flèches à ton arc? Par exemple, il me semble que tu as aussi une formation dans un autre domaine. Il faut que tu me le rappelles, celui-là. C'était quoi dans travail du fer, etc. ou... Alors, avant de quitter l'Arabie, mon frère a une société dans l'hydraulique, dans tout ce qui est composants hydrauliques, dans l'industrie. Moi, j'avais eu un bon relationnel avec les Saoudiens sur place en Arabie. Et à la discussion, on parlait une fois que mon frère travaille dans ce domaine d'activité. Il dit, tiens, ça m'intéresse, j'aimerais bien fournir ce service-là. Donc, du coup, je fais le relationnel commercial. Et comme j'ai quand même une base de formation dans le génie mécanique aussi, donc ça m'a permis du coup de savoir de quoi on parle, de discuter sur… On ne peut pas te la faire à l'envers. Je comprends. Et du coup, on a trouvé un partenariat pour pouvoir travailler une joint venture et de s'installer. Donc, il m'a laissé carte blanche à ce moment-là. Il m'a dit, tel le chef de projet sur l'Arabie, tel responsable manager sur la région. J'ai fait l'installation de site, trouvé les bureaux, les locaux avec la personne sur place. Donc, j'ai fait étude de marché aussi, pareil. La même pour l'implantation, okay. où était la zone de localisation la plus intéressante, pour le partenariat, commencer à faire la recherche sur le recrutement aussi. J'ai fait aussi plan d'implantation de l'atelier, je leur ai fait un plan en 3D pour leur montrer comment on conçoit de faire l'installation, commande de matériel et de matériaux depuis la France pour pouvoir ramener et s'implanter, l'installation sur site. Génial. Et le démarchage commercial qui avait démarré avec les premières commandes. Génial. Mais c'est une force que tu as, je pense, par rapport à d'autres personnes qui ont le côté juste opérationnel. Peut-être de pouvoir proposer d'autres… C'est ce qui est bon dans une carrière d'un ingénieur qui sort d'école, c'est qu'au début, il est sur la partie opérationnelle technique pure, où il doit emmagasiner un maximum de savoir technique. Et après, au fur et à mesure, il va grandir comme étant un chef de projet, où il a une gestion de projet. Dans sa globalité, tu veux dire. Et la gestion de projet peut se ressembler d'une activité à une autre. D'accord. Donc, si tu arrives à faire un projet immobilier, tu peux faire une implantation d'usine. C'est pas… Voilà, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on te demandera d'avoir la particularité si tu connais le domaine technique sur l'implantation de l'activité qui va se faire. Si c'est du pharmaceutique, forcément. Si c'est de l'automobile, etc. Bon, comme ça, au moins, tu sais quelles sont les problématiques qu'il y a à l'installation et au bon fonctionnement. Ouais, tu peux faire plutôt modeler en fonction de ce qu'il y a besoin de faire, quoi. En fonction du Donc il y a ça. Ensuite, tu restes combien d'années là-bas? Tu reviens à Lyon pour combien d'années? 7 ans en Arabie.
je suis resté. Ouais. Et après, reviens à Lyon sur à peu près 1 an et demi, Ok. 18 mois comme ça. Et ensuite Et donc, en même temps, en parallèle, j'avais fait maître d'œuvre d'exécution aussi à Oui, Lyon. oui. Et sur des projets résidentiels entre la région lyonnaise. Du côté de Lyon, quand tu es revenu d'Arabie, ça? Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Savoie, et je suis revenu dans le fief. Bah là, tu es revenu aux sources, quoi. Ouais, c'est ça. Mais dans tout ce que tu as fait, est-ce que je me pose la question, où est le côté IMO? C'est dans tout ce qui est gestion, je veux dire, est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est, ça n'a rien à voir peut-être en fonction de l'IMO, tu vois, mais est-ce qu'en faisant un métier comme ça en tant que salarié, est-ce que tu deviens directement spécialisé dans tout ce qui est construction et IMO? Parce que tu as en fait la tête dedans, quoi. Facilement. Ça ok. se fait Naturellement. Ça se fait naturellement. Parce que quand tu commences le démarrage d'un projet, tu regardes déjà au préalable la conception, comment elle a été faite et s'il y a des choses à revoir dessus. Et qu'est-ce qu'il y a à voir exactement, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'il y a vraiment, tu dois être attentif à quoi quand tu fais la recherche là? Bah déjà sur le montage pendant la conception, on fait le montage aussi des cahiers des charges. Sur la cahier des charges sur base des plans d'exécution. Okay. Et les plans de conception. Tu regardes s'il y a déjà des incohérences entre les plans techniques, les plans statiques, les plans architecturaux. Ça arrive ça? Oui. Ah ouais? Oui, c'est important de faire la synthèse. D'accord. Ouais. C'est une erreur, on va dire... classique quoi. Non, c'est une erreur de novice s'il ne fait pas une synthèse. Mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Si tu fais bien le... Ça arrive. Ça arrive pas? Ouais, je trouve malgré que des fois, pourtant, des gens d'expérience, tu dis, mais il n'y a pas eu de synthèse de fait. Non, mais moi, de toute façon, je lui ai envoyé les plans, c'est lui de voir de son côté. Mais ça peut être quand même, je veux dire, ça peut avoir des conséquences ensuite sur le déroulé du projet. Bien sûr. Forcément. Bien sûr. D'accord. Donc, du coup, ils peuvent se renvoyer la balle à la faute. En attendant, le maître d'ouvrage. Il attend à ce que ça. Si le projet il est bloqué pour ça, pourquoi? Je veux savoir. Ok. Ouais, mais c'était pas prévu. Ok. Et ils vont se retourner des fois même devant le maître d'ouvrage, il faut payer. Mais comment ça, il faut payer? Moi, je vous ai donné un projet, c'est vous qui faites la conception. Encore là, après, tu rentres dans des discussions. Perte de temps, etc. Donc oui, donc on revenait, qu'est-ce qui est vraiment, donc tu te spécialises, donc je suppose que tu as quand même l'œil attentif sur comment fonctionne donc peut-être le prix du marché, en fonction de l'IMO, du terrain, construction. Pour répondre justement à la question que tu disais, c'est que en même temps, donc si tu analyses la partie conception qui a été faite, mais aussi tu as un œil sur le permis de construire, comment il a été fait. Et moi en même temps, vraiment là, et en parallèle, quand je travaillais aussi avec l'architecte, on avait d'autres petits projets où j'accompagnais un promoteur sur la réalisation de ces projets. Donc tu suis le dossier où tu le mènes parfois des fois, quand j'ai pu le mener, pour avoir les autorisations de construction. Et donc là, tu restes attentif au prix, etc. Ouais. Ok, hyper intéressant. Et donc à ce moment-là, tu fais en sorte que toutes les autorisations soient validées pour avoir un dossier complet. Et en même temps, tu échanges avec les promoteurs là pour savoir quel était le coût de construction, quel était le coût d'achat, quel était le coût sur les études, pour comparer un peu. Oui. Ok, intéressant. Est-ce que, je reviens, bon c'est peut-être une question stupide, mais par rapport au permis de bâtir, oui. Si tu reprends la France et l'Arabie, est-ce qu'il y a un pays où c'est plus facile que l'autre? En Arabie, c'est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Il y a moins de contraintes. Ouais. Est-ce que tu as pu faire une analyse de ça? Comment ça se fait? Peut-être parce que le territoire est moins peuplé que la France ou ça n'a rien à voir? Oui, parce qu'ils ont, en termes de procédure, c'est connu de toute façon en Europe, c'est très procédurier, qu'il y a beaucoup de paperasse. Okay. En Arabie, il fallait 6 litres en plus. Et en plus, tu avais l'aide d'un Saoudien qui pouvait gérer ça pour toi parce qu'il connaît justement les services, il est du terrain. Et au niveau de la richesse de la terre, au niveau de l'Arabie Saoudite, est-ce que, c'est une question peut-être aussi, c'est quand même très sec, il y a beaucoup de désert. On utilisait beaucoup de marteau-piqueur. Est-ce que c'est possible de construire sur des surfaces comme ça? Oui. Ouais. Ok. C'est vraiment une question, je me la pose là tout de suite. Là. Même pas plus facile, je dirais? Non. Ça dépend des sols ou les zones où ça se trouvait. Parce que toi, tu faisais une analyse de ça aussi, je suppose. Toujours une étude de sol. D'accord. Ça, c'est obligatoire. Qu'est-ce qui est important dans ça? Sur savoir sur quoi ton bâtiment va être fondé. C'est une question de stabilité. Ouais. D'accord, c'est question. Il faut toujours aller chercher le bon sol. Donc si... Qu'est-ce qu'un mauvais sol? Mou. Un bon sol, c'est la roche. Il faut aller s'ancrer dans la roche.
D'où l'importance de creuser, quoi. Mm. Ah, super, ok, C'est hyper pour ça intéressant. qu'on peut faire des bâtiments à fondation sur pieux, où tu as des tiges de béton, si tu veux, pour te Oui, oui, oui. schématiser, qui vont très profond dans le sol pour aller chercher ce qu'on appelle le bon sol. Mais toi, avec ton métier, c'est des aptitudes que tu as, des compétences que tu as. Bah, nous, on mandate des entreprises, il y a des bureaux spécialisés dans les études de sol, D'accord. où ils te font là une analyse de sol, ils vont faire leur fondation, Intéressant. leur sondage, et ils vont te dire, voilà, quel est le type d'homogénéité du terrain que tu as. Hyper intéressant. Donc tu travailles, ok, c'est super intéressant. Ok. Donc là, tu te retrouves Lyon. Ensuite, tu pars de là et tu postules un petit peu. Tu dis où est-ce que je veux aller. C'était quoi un petit peu psychologiquement à ce moment-là? C'était quoi un peu un ras-le-bol de rester dans ce coin-là, du changement. Ouais, bah, euh, j'avais pris plaisir du coup à être à l'international. J'ai travaillé sur des projets qui étaient assez grands, ouais, quand même grand, conséquents. très grand. Retourner dans le résidentiel où je faisais 35 logements, 50 Mmh. logements, 100 logements, c'est sympa, mais voilà, c'est du Tu répétitif. veux pas revenir au petit, quoi, entre guillemets. Non, c'était répétitif et je me suis dit, ah, et en plus, euh, à côté de ça, j'avais quand même la fibre entrepreneur. J'ai dit, je le fais tant d'années pour d'autres, j'ai envie de le faire pour moi. Ouais, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue entrepreneur ou bien je retourne dans des projets un peu plus où tu te plais pas, en d'envergure, fait. Ouais. un peu plus d'envergure, plus grand, Oui. avec un peu plus de prestige, on va dire ça un peu entre guillemets. Et donc du coup, je suis venu parce que je discutais un peu, on m'a parlé du Luxembourg, et je suis venu visiter. J'ai dit, bah, en même temps, je vais faire visiter aux enfants. Je les ai amenés avec moi. Et avec le CV, je me suis baladé, j'ai déposé mes CV. Comme à l'ancienne, quand tu me dis, je dépose mon petit bout de papier. Ok. Et donc là, tu as eu des réponses, je suppose, positives avec le CV que tu avais, avec Ouais, l'expérience. oui, j'avais fait un peu des premiers entretiens, et ensuite, il y avait un avec qui savait bien accrocher une entreprise générale. Ok. Et du coup, bah, le temps qu'on fasse l'échange, qu'on se mette d'accord sur le contrat et la mission, j'ai donné ma lettre de démission. J'ai fini le 15 juin 2018. J'ai attaqué ici au Luxembourg le 18 juin 2018. J'ai laissé passer le week-end. Lundi, j'étais là, je bossais. Et tout de suite, en tant que t'as ouvert ta boîte directement, quoi. Non, tout de suite, j'étais en entreprise Oui, c'est générale. vrai, c'était il y a combien d'années, ça? C'était en 2018. 2018, donc ça va faire 8 ans, quoi, l'année prochaine. Ok. Mm. Ok. Donc là, en tant que salarié, tu reprends pendant combien d'années à ce moment-là? Et dans quelle boîte? C'était chez Soludec, Ok. entreprise générale, et sur le chantier de Mama Shelter, l'hôtel à Ouais, côté du Sofitel, et les bureaux à côté aussi. d'accord. Bâtiment noir et blanc, si tu veux, en Ouais, façade. ouais. Mais Differdange aussi, ça, c'était au. À Diffédange, c'est juste après Soludec, je passe dans un bureau d'ingénieur conseil, et là, on est en marché public, et projet, pareil, un joli projet à 50 millions. C'est les ateliers communs de la ville de Differdange. 23 000 mètres carrés. En contact direct avec le ministère, je suppose, avec la commune, quoi. Contact direct avec la commune. Ça se passe super bien, super ambiance avec eux. Mais là, tu t'es senti un peu comme en Arabie parce que tu travailles avec le gouvernement, quoi. Non, franchement, du coup, la confiance, elle s'est bien installée avec le client. Bah oui, forcément. J'ai même pas envie de les appeler clients parce qu'avec eux, je trouvais que j'avais un super relationnel. Donc, c'était même au-delà pour moi parce qu'il y avait une problématique, je pouvais leur parler ouvertement. Ouais, et pareil, aussi de leur côté, quand ils avaient une problématique, je faisais en sorte de tenir compte et ils savaient que du coup, ils pouvaient me faire confiance là-dessus. D'accord. Donc, on avait un objectif de le livrer à temps, malgré les péripéties qui nous sont arrivées sur le site et des changements, des modifications en cours de route. Et ben, du coup, ouais, ils l'ont pris un peu de résilience et puis un peu, ouais, il n'y a pas de. Ok. j'avais une équipe avec moi de deux project managers qui m'appuyaient. Hélas, ponctuellement, j'aurais voulu un peu plus pour comme ça, c'était eux. En même temps, je les faisais grandir. Project manager, c'est quoi? C'est plus ou moins. Je suis du chef de projet. Ouais, bah, Chef de projet pour regarder la même terminologie français-anglais. D'accord. Donc chef de projet, c'est lui qui te transmet le dossier, en fait, entre guillemets. Oui, sauf que là, c'était le chef de projet qui continuait sur la réalisation, faisait le suivi de travaux. Ok. Il y avait aussi la consultation des entreprises Pour ceux qui étaient dans le cadre du marché public. Ok. On faisait l'ouverture des plis, le comparatif, nos annotations avec le retour s'il y avait des questions complémentaires. Et on faisait ensuite l'analyse technique, l'analyse administrative. On remettait ça à la commune pour leur dire, voilà, nous, ce qu'on vous conseille.
ils prenaient leurs décisions et à partir de là, on les intégrait sur le site avec une réunion de démarrage, une réunion de lancement de kick-off. Et ils intègrent le planning qui est déjà établi, qui était déjà qu'on réajuste parce que c'est mais qui était déjà prêt. C'est moi qui l'avais réalisé. Donc, comme ça, le planning vraiment réalisation de travaux bien orienté et, et qui prenait en compte de toutes les problématiques et les intervenants sur site. Mais tu t'y plaisais bien, je veux dire, quand même, dans ce dossier-là. Non, ouais, voilà. C'est comme quand le relationnel est bon, c'est toujours plus agréable. Ça aide. C'est toujours plus agréable. Ok. Et là, de là, tu switches en tant que. Bah, tu ouvres ta boîte, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait que. D'où t'es venu tu t'es dit quoi? Bah, j'en ai marre de travailler pour les autres, je le fais pour moi maintenant. Ou c'était les circonstances qui ont fait que ça a accéléré le processus? Ah, bah, il y a les deux. J'avais toujours ça en tête, qui traînait. Mais qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas fait avant? C'est ces questions que je me pose aussi. Bah, t'as la tête dans le guidon, des fois. Ok. Donc, tu bosses et tu te dis oui, quand. Viendra le jour. Et en même temps, il y avait l'opportunité aussi, en parallèle, avec un autre projet sur lequel aussi j'avais un très bon relationnel. C'est avec, on était en mission d'AMO, assistance et maîtrise d'ouvrage, pour une maison de soins à Belleval. Oui. J'étais venu en renfort à ce moment-là, on m'avait dit, bah, s'il te plaît, parce qu'il y a pas mal de retard, est-ce que tu peux prendre le lead et remettre le chantier sur les rails. Il était assez... chaotique. Ouais. Qu'est-ce qui faisait que c'était chaotique d'ailleurs? Pas assez de suivi, pas assez de suivi, pas assez de compétences, tu penses? C'est possible aussi. Parce que toi, tu as pu voir justement différents environnements, différents domaines. Tu penses que Luxembourg... Il y avait un passif aussi quand je suis arrivé où il y avait eu pas mal de changements. Donc il y avait pas mal de difficultés pour pouvoir enlever les nœuds au fur et à mesure. À chaque fois, tu te rendais compte qu'il y avait pas mal de problèmes techniques. Le bureau d'études techniques, il fallait le remettre sur les sujets pour comme ça, ils puissent aussi les démêler. Faire une coordination après avec les autres lots, parce que c'était des groupements de lots, replanifier, reproposer des plannings, les faire valider par tous. En plus. La tension dans les réunions, parce que du coup, ils n'ont jamais le personnel, ils sont fatigués, etc. Ça avance pas, quoi. Ça avance pas, quoi. Non, ça avance pas et il faut trouver justement le bon compromis et toujours avoir cette patience et une attitude de négociation. Sinon, en fait, sinon t'es pas gagné en même temps. Hein. Donc tu perds, tout le monde perd son temps. Ouais. D'accord. Okay. Et donc avec le maître d'ouvrage, ça a une bonne affinité, pareil, et ça se passe plutôt bien. Je garde un bon relationnel avec lui. C'est toujours un plaisir de le voir parce que même humainement, c'est un mec super, sympa. Et en même temps, il me dit, il y a quelques projets après quand il a su que j'étais indépendant. Enfin, tu avais ta boîte, ok. Alors, donc forcément, on a discuté ensemble, etc. Et il m'a dit, voilà, j'aurais quelques projets à te proposer. Donc là, ça t'a mis la puce à l'oreille. Okay. Donc ça veut dire que tu partais déjà dans l'idée où j'ouvre ma boîte et j'ai peut-être déjà des clients, des clients potentiels. Quoi. C'est ce qui s'est passé ou... Avec lui, après coup, mais du coup, comme je sais que maintenant tu es à ton compte, ça m'intéresserait et tout, comme ça on puisse travailler. Il m'a dit, j'ai vu comment tu bosses. D'ailleurs, comment s'appelle ta boîte? Parce que c'est vrai que là, c'est le plus important. Comment s'appelle ta boîte? Ce que tu fais concrètement? Et si moi, je viens, quelqu'un de lambda, je te dis, voilà, qu'est-ce que je peux faire quel service tu proposes? Ma société, elle s'appelle The Pilgrim. C'est une société qui fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui fait potentiellement aussi de la promotion immobilière, mais il faut avoir les fonds pour ça. Pourquoi il faut avoir les fonds? Il faut toujours avoir un peu d'argent. Un peu de cash qui rentre. Un peu de cash. Un peu plus en tout cas. D'ailleurs, oui, on reviendra là-dessus après, mais pourquoi il faudrait plus? Parce que je me posais la question là avec quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, être promoteur immobilier. C'est quoi concrètement? C'est que tu as le terrain, c'est plus ou moins la même chose. Tu as le terrain, tu as un projet et puis tu lances. C'est ça. Si tu veux le raccourcir, le simplifier, c'est ça. Oui, là, je le raccourcis vraiment. Tu achètes ton terrain, par exemple, tu achètes un terrain où tu veux construire une maison. Okay? Ça veut dire que même quelqu'un qui achète pour sa maison lui-même, c'est le maître d'ouvrage, d'accord? C'est un petit promoteur, on pourrait dire, d'accord? Sauf que lui, il n'y va pas pour en faire la commercialisation, mais pour habiter. Sauf qu'un promoteur, entre guillemets, c'est quelqu'un qui va justement chercher un gros projet. Donc du cash, pourquoi? Pour faire le levier bancaire ou c'est plutôt pour avoir les fonds au départ? S'il a pour avoir les fonds, s'il a la totalité des fonds,
ben, tant mieux, il ne fait pas de prêt bancaire, donc du coup, il ne Voilà, s'endette c'est pas. Ok. C'est moins de risques, on va dire. Ok. Ça dépend en fait. Il y en a, Ouais. ils font des prêts pour pouvoir avoir moins de risques aussi. Ouais, voilà, c'est aussi, ouais. Mais ça dépend de quand on se Ouais, place dans le risque. ouais, voilà, c'est vrai que Et du coup, bah, avec ça, tu peux travailler avec des levées bancaires et du coup, tu peux multiplier les projets. oui, forcément, Parce tu qu'ils utilises le. Ouais. ils se financent. Ok, Et, ouais. et donc, le pardon. but, c'est pour pouvoir en faire la commercialisation. C'est le but premier, quoi. Mm. Ok. Et toi, tu proposes ce service-là aussi? Oui. Ok. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, tu fais ça. Qu'est-ce que tu fais d'autre au sein de Donc ta après, boîte? c'est de l'accompagnement en tant qu'assistant de maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre. Et donc c'est pour pouvoir accompagner justement ces promoteurs-là, ou bien les architectes qui des fois qui ne veulent pas prendre la mission de suivi de project management. Comme ça, je peux les accompagner et faire le suivi de projet. Donc montage des cahiers des charges, la réunion de coordination, la planification, le suivi financier, même le montage budgétaire, vérifier aussi que l'estimatif de prix il correspond avec ce qu'ils avaient réalisé et ce qu'ils avaient étudié. Après, ça peut être aussi pour le maître d'ouvrage, je peux lui faire aussi une étude de marché sur l'implantation du projet, vérifier quel type de projet il peut implanter via le PAG. S'il faut monter le PAP, eh ben, vérifier auprès des communes pour pouvoir faire le montage du dossier. Donc, c'est quand même une sacrée. Ça, c'est du boulot, quoi. Non, il y a. Il y a, Tu fais une il y a de quoi consultation. faire? Il y a de quoi faire au Luxembourg là-dessus? Tu dis, il y a forte demande ou c'est. Ah bah après, ça dépend. Il y a de quoi faire, mais la rentabilité, c'est ce qui peut freiner le projet. Comme les prix sont montés et qu'ils n'ont pas rebaissé, on va dire, Donc, tout le monde ne veut pas rentrer dedans, quoi. les Si prix je ne baissent comprends bien. pas et donc c'est difficile d'avoir un projet rentable. Les gens, tout le monde, on va dire, il y a de la possibilité, mais il faut que j'ai envie de dire que le marché redevienne à l'équilibre. Mais qu'est-ce qui a gagné à ce que tout le monde baisse le prix? Justement, qu'on relance l'économie, entre guillemets. C'est ça? Mais d'après toi, qu'est-ce qui fait que ça freine? La tendance du marché, c'est que les gens ils veulent pas peut-être vendre à perte. Soyons honnêtes, est-ce que, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question-là, mais en fonction du prix qu'on a à Luxembourg, est-ce que c'est pas surévalué? C'est le plus cher d'Europe. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, Je crois que c'est le premier ou le deuxième plus cher d'Europe. Je trouve ça fou. Après, bon, j'ai pas envie de. Je ne sais pas, est-ce que c'est légitime ça, tu penses? Enfin, c'est par rapport à ce que tu as vu dans différents pays. Par rapport à la qualité qu'elle propose, c'est ça je veux dire en fait. Pour avoir encore des retours moi d'investisseurs ou de fonds d'investissement avec qui j'échange, c'est qu'il y en a, ils veulent pas venir parce qu'ils ont peur que ça crée une bulle financière, comme comme on a eu les crises précédentes. Donc c'est le risque. Mais le gouvernement est attentif là-dessus au Luxembourg. Ouais, ils planifient des contre-manœuvres pour pouvoir, ils prévoient de pouvoir réinvestir, peut-être investir eux-mêmes pour pouvoir rééquilibrer le marché. Ok. Donc voilà, c'est des choses qui se mettent en place. Maintenant, on espère que ça se fasse rapidement, pour comme ça permet de vite relancer la machine logement qui est hyper importante au Luxembourg parce qu'il y a un gros besoin, une grosse demande. Il y a un gros besoin, tu sens ça là-dessus? Oui. On est au-dessus de la demande. On est au-dessus, ok. En dessous de la demande. Donc c'est ce qui fait tout coup cette spéculation qui fait que les prix sont forcément hauts. Les gens ne veulent pas, ok. Parce que la demande, forcément, elle est grandissante, mais les gens ne veulent pas baisser un petit peu le prix. Ok. Et le fait d'avoir ta propre boîte, quelles sont les différences en tant que salarié et avoir sa propre boîte? Les risques ne sont pas les mêmes, je suppose. Non, les risques. D'un point de vue psychologique. Les risques sont plus importants, donc un poids psychologique aussi plus important, forcément. Ouais. Une charge mentale, on va dire, où du coup, tu fais en sorte de chercher une activité qui est la plus rentable, déjà. La plus rentable et la plus importante. Dans une période en plus qui n'est pas facile, donc ça rajoute à ça. C'est toujours un plaisir du coup d'être aux manettes, d'avoir tes propres décisions, que ce soit tes échecs ou tes réussites, mais au moins c'est les tiennes et que ni tu peux le reprocher à personne qu'à toi-même et tu avances en fonction de tes décisions. Et donc du coup c'est beaucoup plus gratifiant, c'est beaucoup plus valorisant. Tu vois le bout de chemin que tu fais, ce que tu as réalisé. Et tu vois une entreprise réellement à 360 degrés. Ok, dans une entreprise en tant que salarié, quand tu es chef de projet, tu vas faire le tour des services,
tu les connais, mais pas, t'en n'acquiers pas les fonctions comme tu le fais, surtout quand tu es petit. Mais c'est pas à toi, donc tu forcément, fais tout. Ouais, tu es l'homme à tout faire. Tu fais toutes les tâches. Et d'un point de vue, le fait d'être au Luxembourg, est-ce que tu penses que c'est un pays qui est avantageux pour les personnes qui veulent lancer leur boîte? Oui, parce que moins de frais. Ouais, moins de frais, vraiment, Ouais. ok. Par rapport à la France, je suppose. C'est un peu plus cher à la création, par exemple, si tu veux comparer par la Suisse, mais dans le fonctionnement, c'est moins coûteux. Forcément plus rentable, du coup, je suppose. Tu peux scaler plus ton business au Luxembourg. Hein. Oui. Ok. Ouais. Et travailler à l'international, c'est possible aussi? Moi, c'est ce que je me suis mis dans la stratégie commerciale. Ah, ok. Quand j'ai monté ma stratégie commerciale, c'est ce que j'ai mis en planification. Donc, c'est quoi quand tu dis international, c'est-à-dire avoir des bureaux un peu partout ou dans un premier temps, c'est de faire des missions. Voilà, ok. Et après, si la demande est conséquente dans la zone géographique et qu'elle est répétée, là oui, monter une agence. Ok. Et du coup, déplacer le savoir-faire luxembourgeois, Made in Luxembourg. Oui, voilà. Ok. Il y a vraiment un savoir-faire luxembourgeois? Tu estimes qu'il y a une différence? Il y a une différence. Je trouve que sur la vision de la prestation, de la conception, je la trouve hyper intéressante. D'accord. Je les trouve qu'ils vont pousser la chose pour comme ça ce soit quelque chose. Parce qu'ils ont toujours eu ce réflexe-là, parce que comme ils payent le foncier assez cher, donc ils ont toujours mis en sorte que les prestations soient quand même avec un minimum qualitatif. Donc ils font attention où ils savent on veut que du rentable, on tire à fond sur les matériaux, sur ce qu'on installe comme type de décoration, alors qu'au Luxembourg, on est un peu plus attentif à ça. Et comme du coup, ils ont cette vision-là, et même les architectes, beaucoup la travaillent, du coup, ça fait des produits de rendu qui sont beaucoup plus intéressants et qui vieillissent mieux dans le temps. Après, ce qu'il y a, c'est en termes de fonctionnement, le management, il est beaucoup plus intéressant en France. Au Luxembourg, c'est un peu plus difficile. Je ne sais pas d'où ça. C'est peut-être culturel, pas culturel, mais le fait qu'il y a quand même, tu sens qu'il y a quand même déjà, il est petit le pays. Tu sens les tensions parce que tu as chaque frontière en fait à quelques kilomètres déjà. Moi, je pense que ça a une explication. Et donc forcément, il y a des frictions un peu quotidiennes. Et donc, ce qui fait que ça peut même freiner des jolis projets, je pense. Hein. Ça, c'est mon avis à moi. Mais je sais pas, on va pas rentrer dans le détail là-dessus. Non, c'est clair, c'est ce qui se ressent sur le terrain. Quand les gens n'en parlent pas, le disent pas explicitement à tout va, mais c'est ce qui se ressent sur le terrain. T'as ressenti ça quand t'es arrivé? Totalement. Ouais. T'es pas le seul. Il y a beaucoup d'expatriés, entre guillemets, qui ressentent la même chose. Un fonds d'investissement, un docteur, il m'a dit, c'est un docteur dans un fonds d'investissement, un docteur dans la finance. Il m'a dit, il y a un projet qui m'est passé sous les mains parce que lui, il ne voulait pas travailler avec telle nationalité. Et pourtant, c'est européen. C'est incroyable. C'est une anecdote véridique. Non, mais je te crois. Tu sais, moi qui viens, entre guillemets, du domaine social, pourtant, c'est du social, tu vois. Tu vois, parfois, il y a tout sauf du social. Quoi. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est ce que tu as relevé, c'est ce que j'ai vu, des fois, ça ralentissait ou freinait des projets. Alors, c'est pas ce que demande plutôt le gouvernement. Le gouvernement il a plutôt un axe où il veut développer, il ouvre les portes. Mais tout est possible, en fait, quand tu regardes. Ouais. Ça, c'est la chance qu'on a au Luxembourg, entre guillemets, c'est que tout est possible. Tu as même des subsides, tu as des aides pour tout, même pour ouvrir ta start-up. Non, ils font l'effort là-dessus, ils sont attentifs, ils essaient de réagir, comme par exemple la digitalisation au Luxembourg. Moi, ça m'a épaté. Hein. Ça s'est fait en un temps. L'IA, tout ce qui est intelligent, tout ce qui est même le domaine de la crypto au départ. C'était quand même un des premiers pays en Europe, je pensais, qui voulait mettre en place un système de régulation là-dessus. Là, tu te dis, c'était au début, vraiment au début. Et ce qui est bien, c'est dans ce sens-là, comme ils ont fait ça assez rapidement, ça peut même devenir des précurseurs. Exact. Pour toutes les nouvelles technologies. En termes de digitalisation, ils peuvent même du coup. Et toi, d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose que tu veux mettre en place au sein de la boîte, justement, vu qu'elle est assez nouvelle, la boîte, elle a 1 an, c'est ça, un peu plus qu'un an, 1 an et demi. Automatiser peut-être un petit peu le business. Comme je suis tout seul, c'est clair que j'en ai besoin pour pouvoir pour pas avoir des tâches rébarbatives. Tu restes attentif par exemple, si tu as des petites startups qui te proposent des services d'automatisation qui te permettent de scaler dans ton business. J'ai déjà fait pas mal d'entretiens avec certaines entreprises justement qui proposaient d'automatiser. Il y en a avec qui je me suis inspiré. Bien sûr. Que j'automatise par moi-même, et d'autres avec qui je sais que quand j'aurai la possibilité de le mettre en place, je prends contact avec eux. Donc c'est pas quelque chose je déléguerai justement
cette mise en place de cet outil, par exemple, à eux, et comme ça, je pourrais du coup avancer sereinement sur mes projets, je pourrais me concentrer et mettre l'énergie sur ma prospection, sur mon suivi clientèle. Ça, c'est d'ailleurs la question que je vais te poser, c'est comment tu fais pour te marketer, pour te vendre, tu vois, parce que si déjà tu es seul, tu dois je suppose que tu vas pas à pas, tu peux pas prendre n'importe quel projet, même si tu as envie de le prendre, parce que forcément ça va être fructueux. Au tout début, j'ai fait de l'archaïque. J'ai pris l'annuaire des entreprises, j'ai monté mon Excel, j'ai renseigné ce que je pensais être intéressant, et je les ai contactés, j'ai fait du mailing et téléphone. Quelques-uns avec qui j'ai eu des rendez-vous. D'ailleurs, avec un architecte, c'est comme ça que j'ai pu prendre contact, et on a répondu ensemble à un appel d'offres public. On est arrivé deuxième sur le projet, donc c'est un marché public. On devait faire une mission d'architecte général pour le projet, pour une commune. Super. Et après, j'ai vu que il y avait un ralentissement parce qu'au bout d'un moment, tu as fait le tour, mais il faut fonctionner d'une autre manière. Bien sûr. Et j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait sans connaître le truc, mais tu essaies de voir quelques tutos. Mais tu es présent sur quel réseau là? YouTube, LinkedIn. LinkedIn, j'étais déjà professionnellement d'un point de vue salarié. Je viens de me mettre, il n'y a pas si longtemps que ça, Instagram, TikTok, Pinterest. Ouais, voilà, je pense. Intéressant. C'est déjà assez. Ouais. En fait, LinkedIn, Insta, TikTok, Facebook, je n'utilise pas du tout. C'est vrai que c'est peut-être une erreur. J'ai eu un retour, tout le monde me dit que c'est pour les plus âgés. C'est devenu comme copains d'avant, on se retrouve. C'est pour les boomers. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. C'est pour les boomers. Et si tu veux cibler une clientèle qui est plutôt jeune, justement pour pouvoir faire des projets de réalisation, si tu veux les accompagner dans leur maison, etc. Bien sûr. Qui c'est qui va acheter? C'est le jeune couple. Donc forcément, tu vas les chercher dans la tranche d'âge où ils regardent les réseaux sociaux. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, par exemple, si on faisait un deuxième volet en immersion? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois, mais vraiment faire un podcast, pas forcément un podcast, mais être accompagné d'un caméraman, et vraiment entrer au sein de ce que tu fais, visite peut-être de chantier, voir un petit peu comment tu fais la prospection, même un rendez-vous client peut-être. Tu vois. Ce serait super intéressant, mais comme ça tu verrais concrètement un suivi de travaux, pour comme c'est un conducteur travaux qui serait inspiré, ingénieur qui voudrait devenir conducteur travaux, il pourrait voir dans un suivi journalier comment ça se passe, comment aller au contact auprès des entreprises, comment résolver un problème au quotidien, comment une réunion pourrait se passer, peut-être on pourrait voir aussi, et la coordination de la réunion, comment elle se passe, comment les instructions sont données, quels sont les échanges, les problématiques qui remontent, comment on les résout, les délais qu'on met là-dessus, s'il faut faire des modifications. Ouais, ce serait un quotidien. Et même les péripéties, tu sais, tout ce qui se passe mal, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal de voir les choses qui se passent mal. On évitera la gestion des conflits. Voilà. Hyper intéressant. À l'époque, quand j'étais chez Bouygues, ils avaient fait justement une vidéo parce que… C'est elle que tu m'as envoyée ? Ah oui. Il n'y avait pas cette femme et du coup, ils montraient une femme conductrice de travaux au sein de chez Bouygues. Donc ça donnait une image un peu… un petit peu ouvert d'esprit, on donne accès à tout le monde, oui. C'est pas fermé, et les femmes, elles ont totalement leur place en conduite de travaux c'est clair. Dans ce domaine d'activité. Ok. J'avais une dernière question, Salim. Une des dernières, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu crois toi encore au domaine de l'immobilier pour l'instant ? Pour quelqu'un de lambda, je ne parle pas de quelqu'un qui est en B2B par exemple, quelqu'un qui est lambda, qui veut faire appel à tes services et qui se dit voilà, écoute, j'ai un terrain, je veux le mettre, qu'est-ce que tu me proposes pour que je sois le plus rentable possible ? Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu conseillerais à n'importe qui justement de se lancer dans le domaine-là ? Alors, s'il a un terrain et qu'il peut toucher à un prix intéressant par rapport au marché, oui. D'accord. Oui. C'est vraiment la valeur d'achat qui pourra déterminer s'il sera rentable ou pas. Est-ce que toi, tu peux faire des analyses là-dessus aussi ? Tu peux accompagner un client là-dessus ? Je le fais tous les jours. Je l'ai encore fait super. vendredi. Super. Et sur 3 projets potentiellement immédiats, j'ai donné mon analyse tout de suite dans l'immédiat. Quels sont tes critères d'ailleurs ? Tu regardes quoi exactement pour voir si ça vaut le coup de rentrer dedans ou pas ? Tu as le prix d'achat, tu as la surface. Ah, surface aussi, ok, forcément. Donc là-dessus, après, tu vas consulter dans le PAG quelle est la surface constructible. Pourquoi ? Pour pouvoir étendre le plus possible. Parce que tu vas en mètres carrés.
Donc, plus tu auras de surface à construire, plus tu pourras monétiser, vendre. entre guillemets. Ouais, tu pourras monétiser. Okay. Et donc là-dessus, par rapport à l'achat que tu as eu et les coûts que tu vas avoir, tous les différents frais, tu vas savoir quelle marge tu vas dégager. Super intéressant. Donc nous, on a l'expérience où on sait ouvrir un PAG, on sait regarder du coup qu'est-ce qui est réalisable dessus, avant peut-être même d'aller voir un architecte et lui dire ok, sur ce projet-là, banco, tu peux y aller, franchement, il feu vert. Et tu peux aller du coup consulter un architecte, ou même nous, on vous t'accompagne pour pouvoir te fournir le service complet sur la réalisation d'un dossier de cahier des charges qui pourra être réalisé au moment où tu auras du coup, soit le financement, ou si tu as le financement tout de suite, on t'accompagne sur les travaux. C'est encore plus simple en fait. Okay. Mais toi, tu monétises comment ça pour toi? Toi, tu sais quoi, en forfaitaire, tu fais Alors, je propose des forfaits pour tout ce qui est pré-études, justement pour voir si le projet il est rentable ou pas. Ça, tu demandes aussi à être financé forcément pour ça aussi. Oui, exactement. Okay. Bien sûr. Je propose, ça dépend, ça peut aller de 1002 jusqu'à 3000 en fonction du type de projet que c'est. Ok. Et après, moi, je propose tous mes services, soit en pourcentage d'honoraires si je fais la mission complète, ou bien si c'est un petit projet, soit un forfait à montant, ou bien des fois, ça peut être assez ponctuel, c'est à la journée ou au mois. Tout dépend du dossier, je suppose. Exact. Okay. Après, on a des prix qui sont réglementés, ça va de 90 € de l'heure jusqu'à 115, ça dépend du... Ça dépend. Ouais. C'est accessible quand même par rapport au Luxembourg. Largement. Moi, je me suis placé sur des prix qui sont, qui sont concurrentiels et qui sont même concurrentiels par rapport à d'autres confrères. Un petit peu en dessous du prix, quoi. Écoute, est-ce qu'on peut, j'avais noté plus ou moins la chose, est-ce qu'on peut peut-être donner tes réseaux sociaux pour qu'on puisse voir, t'accompagner, d'ailleurs mettre un petit like sur toutes tes vidéos et surtout voir un petit peu ce que tu fais parce que tu publies un peu ce que tu fais, les chantiers. Oui, justement, j'ai un projet à Chutrange où on a des appartements qui restent encore à vendre. Il y a la moitié qui était vendue, il reste l'autre moitié. D'accord. D'ailleurs, il y a le penthouse là, où il y a une famille qui s'est posée dessus. Ils sont ils sont super contents. Ils attendent juste d'avoir s'ils ont leur financement ou pas. Ok. Il reste deux autres appartements. Il reste 2 autres appartements. Il y en a un autre aussi à Sitch. Pareil aussi, c'est 6 unités. C'est franchement des beaux petits projets. Super. Donc déjà, ils peuvent voir à travers les réseaux ce qui est en cours. Ils regardent quand même. S'ils veulent se renseigner, il y a quelques vues, j'ai vu. Du coup, j'ai quelques retours, des demandes aussi pour avoir des renseignements. Imagine si tu poussais ce bouchon, si tu poussais le bouchon là-dessus, ça serait présent sur les réseaux, c'est hyper important. Ça, en tout cas, je pense que tu peux peut-être les donner. C'est quoi sur Insta? C'est The Pilgrim. The Pilgrim Luxe des fois. De toute façon, je les mettrai tous en post-production. C'est The Pilgrim aussi sur YouTube. Sur X aussi, tiens, j'ai oublié. Oui, sur l'ancien Twitter. Sur l'ancien Twitter, j'y suis aussi. Après là-dessus, c'est mon avis, je pense que c'est pas très vendeur, je pense là-dessus. Le plus important, ça serait TikTok, Insta. Et Pinterest aussi. Pinterest, c'est pas mal. Les gens sous-estiment Pinterest, mais c'est en fait tout le monde y est dessus quasiment. Donc Pinterest, c'est quoi sur Pinterest? Pinterest aussi, c'est pareil, The Pilgrim-Luxe, quelque chose comme ça. Toi, tu me les donneras, je les mettrai je vais les retrouver de toute façon. Sinon, écoute, Salim, je pense qu'on est tout bon. Je ne sais pas si tu veux rajouter un point. De toute façon, on va se voir pour le deuxième volet aussi. Ça sera beaucoup plus dans l'immersion. Mais je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. À suivre, c'est ça? Il faut dire à suivre. À suivre, voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir. Justement, on est dans tes bureaux ici. Je te remercie de m'avoir accueilli. Et puis, on va se voir pour un deuxième volet. Tu es bienvenu quand tu veux. Merci en tout cas. Merci. Bon, on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao, les gars. Ciao. Ok, nickel. Je regardais l'heure, je crois qu'on a fait...